Vous savez sûrement ce qui s'est passé au Népal il y a quelques jours. Des rues noircies par les manifestations, une colère populaire qui a explosé face à un gouvernement accusé d'inaction et de corruption. Pendant des jours, Katmandou a résonné de cris, de pancartes et d'une question simple. Combien de temps encore? Mais ce qui a choqué le plus, ce n'est pas seulement la contestation. C'est ce qui a suivi. Quand les autorités ont disparu, quand les promesses n'ont pas été tenues, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont pris les balais et les seaux pour nettoyer leurs rues. Un peuple obligé de faire seul ce que l'État aurait dû faire. Le Népal, vu de loin, c'est l'Himalaya, l'Everest, la spiritualité. Mais vu de l'intérieur, c'est une population qui se bat, abandonnée mais résiliente, fière mais fatiguée. Alors, derrière les cartes postales et les temples dorés, que cache vraiment ce pays? Pour comprendre, il faut commencer par son premier fardeau et sa plus grande richesse, sa géographie. Le Népal est petit sur une carte, mais gigantesque dans son relief. Coincé entre deux géants, l'Inde au sud et la Chine au nord, ce pays n'a pas de façade maritime. Son seul horizon, ce sont des montagnes. Ici, la géographie est un paradoxe permanent, une richesse qui attire les touristes, mais une malédiction pour ceux qui y vivent. 8 des 14 sommets les plus hauts du monde s'élèvent sur son territoire. L'Everest, l'Annapurna, le Manaslu, des noms qui font rêver les alpinistes du monde entier. Mais pour les Népalais, ces géants de pierre signifient isolement, routes impraticables, villages coupés du reste du pays à chaque mousson. Le Népal se divise en 3 mondes superposés. Au sud, les plaines du Teraï, grenier agricole mais souvent inondés. Au centre, des collines abruptes où s'accrochent villages et cultures en terrasse. Et au nord, le royaume de l'Himalaya, où la vie se joue à plus de 4000 mètres d'altitude, dans des conditions extrêmes. Cette géographie n'est pas seulement un décor, c'est une prison. Les routes se comptent en jours de marche, l'accès aux soins devient une expédition, et le moindre éboulement peut isoler des centaines de familles. Dans un pays où 80% des habitants vivent encore en zone rurale, cela signifie que la modernité n'arrive pas, ou alors avec des décennies de retard. Le monde admire le Népal pour ses paysages. Mais ceux qui y vivent savent une chose, dans ce pays, la géographie décide de tout. Des récoltes, de l'éducation, du commerce, et parfois même de la survie. Katmandou, le cœur battant du Népal. La capitale aux 1000 temples, aux places classées au patrimoine mondial, aux ruelles parfumées d'encens. Chaque année, des milliers de touristes s'y pressent, fascinés par ses spas dorés et ses marchés colorés. Mais il suffit de s'éloigner de quelques rues pour voir une autre réalité. Derrière les façades patrimoniales, les quartiers délabrés s'étendent. La poussière et le smog étouffent la vallée. Les câbles électriques s'entrelacent comme une toile chaotique au-dessus des trottoirs encombrés. Et des familles entières survivent dans des habitations fragiles, construites de briques brisées et de tôles récupérées. Le contraste est brutal, les touristes dépensent des centaines de dollars pour un trek ou une nuit dans un lodge, pendant que la moitié des habitants de la ville vit avec moins de 2 dollars par jour. Dans un même quartier, on peut croiser des cafés branchés fréquentés par les étrangers, et juste à côté, des bidonvilles improvisés où l'eau potable est un luxe. Katmandou, ce n'est pas seulement une capitale. C'est un miroir. Celui des contradictions d'un pays où la spiritualité attire le monde, mais où la misère ne peut plus se cacher. Et pendant que la ville tente de garder son image de sanctuaire sacré, à des milliers de mètres plus haut, une autre réalité se joue. L'Everest, symbole du Népal dans le monde, est devenu le théâtre d'un commerce mortel. Le toit du monde. L'Everest, 8849 mètres, sommet mythique, rêve ultime des alpinistes du monde entier. Gravir cette montagne, c'est acheter une part d'éternité. Chaque année, des centaines de grimpeurs, prêts à payer plus de 40 000 dollars, se pressent au camp de base. Mais derrière ce rêve, il y a une autre vérité, rarement racontée. Celle des Sherpas. Sans eux, aucune expédition n'existerait. Ce sont eux qui portent les charges, installent les cordes, ouvrent les passages les plus dangereux. Ce sont eux qui risquent leur vie, souvent dans l'ombre, pour que d'autres puissent planter un drapeau au sommet. Chaque saison, la montagne réclame son tribut. Des Sherpas disparaissent dans les crevasses, ensevelis par les avalanches ou emportés par le froid. Derrière chaque mort, une famille endeuillée, souvent laissée sans protection sociale, sans compensation. Et pourtant, ces hommes sont célébrés comme des héros par les étrangers, mais considérés comme des travailleurs interchangeables dans leur propre pays.
L'argent des expéditions enrichit les agences internationales et une élite locale, mais les Sherpas, eux, restent pauvres. L'Everest n'est pas seulement un sommet. C'est aussi un marché. Et dans ce marché, les Sherpas paient le prix le plus lourd. Derrière la gloire des ascensions, se cache le sacrifice silencieux de ceux qui n'ont pas choisi d'escalader, mais de survivre. Et pendant que certains risquent leur vie dans les hauteurs glacées, dans les plaines et les collines du Népal, un autre drame se joue, celui des villages vides, abandonnés par une jeunesse contrainte de fuir. Dans les collines verdoyantes du Népal, des villages entiers semblent figés dans le temps. Des maisons vides, des champs abandonnés, des écoles où les bancs restent inoccupés. Ici, ce n'est pas la guerre qui a vidé les lieux, mais l'exil. Chaque année, des centaines de milliers de jeunes Népalais quittent leur pays. Destination, le Qatar, la Malaisie, l'Inde ou encore les Émirats. Là-bas, ils deviennent ouvriers sur les chantiers, serveurs dans les hôtels, domestiques dans les familles riches. Pour beaucoup, c'est la seule issue. L'argent qu'ils envoient représente aujourd'hui près d'un tiers de l'économie nationale. Mais ce sacrifice a un prix, les villages se transforment en fantômes. On n'y trouve plus que des anciens, des femmes, et des enfants qui grandissent sans leurs parents. Derrière les sourires fatigués, il y a une douleur silencieuse, celle d'une jeunesse qui rêve d'avenir, mais qui n'en voit aucun dans son propre pays. Le Népal se vide peu à peu de sa force vive, condamnant ses campagnes à un présent figé. Dans ces villages déserts, on croise encore des visages marqués par l'attente. Tandis que les jeunes quittent leur terre et que les anciens regardent les montagnes avec nostalgie, il reste quelque chose que l'exil ne peut emporter, la foi. Au Népal, quand tout vacille, l'économie, la politique, l'espoir, la spiritualité demeure. C'est le dernier refuge d'un peuple qui a appris à survivre sans perdre son âme. Au Népal, la spiritualité n'est pas un concept abstrait. C'est une présence, une respiration quotidienne. Dans les temples, dans les ruelles, sur les montagnes, elle accompagne chaque geste, chaque regard, chaque silence. Ici, la foi ne se pratique pas, elle se vit. À Katmandou, le long de la rivière Bagmati, un lieu attire le regard et impose le respect, Pashupatinath. C'est l'un des sites les plus sacrés de tout le pays. Chaque jour, des centaines de fidèles s'y rassemblent pour prier, méditer ou rendre hommage à leurs proches disparus. Sur les Ghats, la vie et la mort coexistent. Les familles viennent y accomplir les rites de crémation selon la tradition hindoue. Le feu, symbole de purification, libère l'âme du corps et l'aide à rejoindre le cycle des renaissances. Pour les Népalais, il ne s'agit pas de tristesse, mais de passage, de continuité. Les touristes regardent souvent ces cérémonies avec étonnement, parfois avec gêne. Mais pour ceux qui y participent, c'est un moment sacré, intime, empreint de paix. La mort n'est pas tabou, elle fait partie du chemin. Dans ce pays où la pauvreté, la fatigue et l'exil pèsent lourd, la spiritualité demeure une force de survie. Elle relie les vivants et les morts, les riches et les pauvres, les montagnes et les plaines. C'est elle qui maintient le Népal debout, malgré les épreuves. Mais derrière cette sérénité spirituelle, la vie quotidienne reste une épreuve. Car pour beaucoup, croire ne suffit pas à remplir une assiette ni à éclairer une maison. Dans de nombreuses régions du Népal, la modernité s'arrête aux portes des grandes villes. Au-delà, la vie quotidienne se déroule sans électricité régulière, sans eau courante, comme figée dans un autre temps. Dans les villages reculés, les femmes parcourent chaque jour plusieurs kilomètres pour remplir des cruches au puits ou dans les rivières. Une eau souvent trouble, partagée avec les animaux, parfois contaminée. Et pourtant, c'est la seule source disponible pour boire, cuisiner, se laver. L'électricité, elle, reste un privilège. Moins d'un foyer sur deux en dispose de manière stable. Dans la vallée de Katmandou, les coupures sont fréquentes. Dans les zones rurales, la nuit tombe et avec elle, l'obscurité totale. Les familles s'éclairent à la bougie ou à la lampe à pétrole, dont la fumée noircit les murs et abîme les poumons. Les routes, elles, reflètent le même abandon. Défoncées, souvent impraticables à la moindre pluie, elles transforment chaque déplacement en épreuve. Atteindre un marché, une école ou un dispensaire devient un combat contre la distance et contre le temps. Loin des grandes places touristiques, la vie au Népal se résume souvent à une survie sans infrastructure. Et dans ce quotidien d'obstacles, une autre menace grandit, la pollution et le dérèglement climatique. Katmandou, vue d'en haut,
la vallée ressemble à un écrin entouré de montagnes. Mais dès qu'on descend dans ces rues, un voile épais recouvre tout, la pollution. Les gaz d'échappement, la poussière, les fumées d'incinération. L'air est si lourd que certains jours, respirer équivaut à fumer plusieurs paquets de cigarettes. La capitale du Népal fait désormais partie des villes les plus polluées d'Asie. Pour les enfants, les toux chroniques deviennent normales. Pour les anciens, chaque hiver apporte son lot de maladies respiratoires. Mais la menace ne s'arrête pas aux villes. Dans l'Himalaya, les glaciers reculent année après année. Ces géants de glace, qui alimentent les rivières et font vivre des millions de personnes, disparaissent sous l'effet du réchauffement climatique. Dans certaines vallées, les lacs glaciaires gonflent au point de menacer d'inonder les villages en contrebas. Le dérèglement climatique frappe de plein fouet un pays déjà fragile. Quand il ne pleut pas, les récoltes se fanent et la faim s'installe. Quand il pleut trop, les routes s'effondrent, les champs disparaissent sous les eaux. Ici, la nature n'est pas seulement belle. Elle est imprévisible, parfois impitoyable. Entre la pollution qui étouffe les villes et le climat qui bouleverse les montagnes, le Népal se retrouve pris dans un étau. Et au cœur de ce piège, son économie, déjà fragile, menace de s'effondrer. Au Népal, l'économie repose sur des piliers fragiles, prêts à s'effondrer au moindre choc. L'agriculture d'abord. Plus de 60% de la population en dépend, mais il s'agit surtout d'une agriculture de subsistance. Des champs travaillés à la main, sans machines modernes, dépendant du ciel. Trop de pluie, et tout est emporté. Pas assez, et les récoltes disparaissent. Ici, chaque saison est un pari. Vient ensuite le tourisme. Les treks de l'Annapurna, l'ascension de l'Everest, les circuits spirituels à Lumbini, berceau de Bouddha. Chaque année, des étrangers dépensent des fortunes pour vivre une aventure unique. Mais cette manne financière ne profite qu'à une minorité. Les hôtels de luxe s'enrichissent, tandis que dans les villages voisins, les habitants peinent encore à acheter du riz. Enfin, il y a l'argent des migrants. Chaque année, des centaines de milliers de Népalais partent à l'étranger, et l'argent qu'ils envoient représente près d'un tiers du PIB du pays. Une bouée de survie, mais aussi une dépendance dangereuse. Sans ces transferts, l'économie s'écroulerait. Le paradoxe est cruel. Alors que le Népal attire les richesses du monde entier par sa beauté et sa spiritualité, son peuple, lui, reste enfermé dans la pauvreté. Une économie bâtie sur le tourisme, les récoltes incertaines et l'exil de sa jeunesse ne peut être qu'un château de cartes. Mais si la pauvreté persiste, ce n'est pas seulement à cause du climat ou de l'exil. Une autre force invisible ronge le pays de l'intérieur, la corruption et les inégalités. Si le Népal peine à se relever, ce n'est pas uniquement à cause de ses montagnes, de ses séismes ou de sa pauvreté. Une autre plaie ronge le pays de l'intérieur, la corruption. Les aides internationales arrivent, les promesses de reconstruction s'alignent, mais une partie disparaît dans les poches de fonctionnaires et d'élites politiques. Des écoles financées ne voient jamais le jour. Des hôpitaux annoncés restent des carcasses vides. Et pendant ce temps, les familles attendent encore et encore. À Katmandou, une minorité vit dans des villas modernes, avec piscine, électricité et Internet. À quelques kilomètres, des villages entiers dorment à la lueur de lampes à pétrole, sans eau courante ni dispensaire. Les contrastes sont si violents qu'ils donnent l'impression d'un pays à deux vitesses, l'un tourné vers le monde, l'autre abandonné à la survie. La corruption n'est pas seulement une question de chiffres. Elle brise la confiance. Elle détruit l'idée même de progrès. Elle enferme un peuple dans un cercle vicieux où l'effort individuel ne suffit jamais à compenser l'injustice systémique. Mais malgré l'abandon et les inégalités, le peuple népalais continue de se relever. Dans les villages reculés, dans les quartiers pauvres, des gestes de solidarité émergent, fragiles mais essentiels. Car au milieu de la corruption et de la pauvreté, une force persiste, la résilience. Au milieu des épreuves, il reste une force que rien n'a pu briser, celle du peuple népalais. Malgré la pauvreté, malgré l'exil, malgré les catastrophes, les habitants se relèvent encore et toujours. Dans les villages reculés, des associations locales enseignent aux enfants sous des toits de fortune. Des ONG installent des pompes à eau, des panneaux solaires, des dispensaires mobiles. Des paysans s'organisent pour cultiver différemment, résister au climat et transmettre leur savoir. À Katmandou, au lendemain des manifestations, quand l'État s'est montré absent, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont pris les balais pour nettoyer leurs rues. Comme un symbole, ici, le peuple n'attend plus les promesses.
Il agit, pour lui-même, pour ses enfants, pour son avenir. Le Népal n'est pas qu'un décor de trekking. Ce n'est pas seulement l'Everest ou les temples de Lumbini. C'est un peuple digne, courageux, qui malgré l'oubli et les injustices, refuse de disparaître. Alors oui, ce Népal existe. Un pays sublime et brisé, fragile et invincible à la fois. Et la question est simple, pouvons-nous continuer à admirer ces montagnes, sans regarder ceux qui survivent dans leur ombre ?